Bonsoir, bienvenue pour cette émission spéciale Gaza en direct de Al24 News. Netanyahou franchit toutes les lignes rouges et annonce sans sourciller qu'il occupera Gaza. Que veut dire occuper Gaza? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie? Prendre possession de Gaza City militairement, c'est aussi achever le travail génocidaire qui a commencé il y a 2 ans après avoir éliminé et tué plus de 61 000 Palestiniens à Gaza. Netanyahou veut en finir avec ce qui reste de Gaza. Et d'ailleurs, du reste, que reste-t-il de Gaza qui ne soit réduit aujourd'hui en poussière? Sans parler de réaction de la communauté internationale qui se contente pour la plupart de demander à Israël de revenir sur sa position sans la contraindre par la force du droit international à se plier aux règles. En annonçant une opération terrestre donc pour s'occuper ou pour occuper Gaza, Netanyahou est-il en train finalement de faire une fuite en avant pour éviter de rendre des comptes à son front interne et surtout devant les juridictions internationales pénales? Tout de suite, les développements. Pour développer tous ces thèmes et bien d'autres concernant l'annonce de Netanyahou d'occuper Gaza, nous avons avec nous ce soir Driss Cherif, politologue. Merci d'avoir été avec nous ou d'être avec nous ce soir. Nous avons également Hassan Qassemi, analyste des questions géopolitiques. Bonsoir Monsieur Hassan Qassemi, merci d'être parmi nous. Et bien sûr Badisr Nissa, expert en relations internationales. Badisr Nissa, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous rejoindra également tout à l'heure en direct par visioconférence Hichem Lahmissi, qui est analyste géopolitique et chroniqueur. Alors voilà, le décor est planté, monsieur. Bien sûr, nous savons que depuis quelques jours, Netanyahou ne s'est pas contenté finalement de réduire en poussière Gaza, a voulu aujourd'hui faire des annonces comme ça, encore plus terrifiantes que les précédentes, pour dire qu'il occupera Gaza. Alors, occuper Gaza, on va le voir ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, occuper Gaza, finalement? Parce que, de toute façon, que reste-t-il encore à occuper à Gaza? Il n'y a que des cadavres, il y a de la famine. Et, justement, de famine, il va falloir qu'on en parle ce soir. Il y a eu des rapports de plusieurs ONG, que ce soit des ONG humanitaires ou bien celles qui s'occupent bien sûr de la faim. Et les rapports sont très accablants. Par exemple, pour commencer par OCHA, qui est donc une ONG des Nations Unies, qui dit que 9 habitants sur 10, pour commencer avec vous, Monsieur Qassemi, ne mangent plus à leur faim, pour ne pas dire ne mangent pas du tout. Finalement, au-delà de l'urgence humanitaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'antitissionniste est en train d'utiliser la faim comme un instrument stratégique, alors que révèle vraiment cette famine à Gaza? Parce qu'on est en train d'affamer, ce n'est pas une famine naturelle. Vous savez, il faudrait décrire la réalité telle qu'elle se présente et surtout il faut utiliser les mots qu'il faut dans cette tragédie que nous sommes en train de vivre à Gaza. Netanyahou, son gouvernement, la Knesset, pratiquement toutes les autorités politiques de ce pays sont dans la même trajectoire, à savoir de vouloir raser Gaza avec toute sa population. Donc tous les actes qui ont été commis à Gaza sont des actes de génocide, sont des actes de crimes de guerre et c'est des actes de crimes contre l'humanité. Il y a eu dernièrement, ces jours-ci, il y a de ça 48 heures, plus d'une soixantaine de juristes de renom international de l'entité sioniste qui ont écrit à Netanyahou et qui l'ont averti, qui l'ont mis devant ses responsabilités, lui disant que tous ces actes qu'il a commis à Gaza sont des actes qui sont passibles de la justice de l'entité sioniste. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que même les intellectuels, les sommités du droit international de l'entité sioniste sont en train d'accabler Netanyahou et son équipe de génocidaires en les accusant d'actes très graves portant atteinte à la sécurité et l'intégrité physique des populations gazaouies. Donc, nous sommes dans un processus d'élimination d'une population, de nettoyage ethnique, consistant à vouloir prendre possession de ce territoire. Donc, vous devez savoir que la prise de possession de Gaza fait partie du grand projet d'Israël historique, à savoir intégrer le maximum de territoires
à partir du Jourdain, de la Jordanie, la Cisjordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, bien sûr, et aussi d'autres territoires qui sont adjacents à l'entité sioniste. Donc voilà, il y a derrière ce processus de génocide et de nettoyage ethnique un vaste projet d'annexion de nouveaux territoires devant construire le fameux, tel que cela a été construit dans les récits, dans les faux récits talmudiques, le grand historique Israël. Oui, d'ailleurs, il parle même de Riviera, avant d'arriver même au récit talmudique, il parle beaucoup plus d'un truc plus pragmatique. Driss Sherif, pour faire un tour de table, donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est au 673e jour de génocide et que le nombre de victimes et de martyrs palestiniens aujourd'hui a atteint les 61 400 martyrs. C'est énorme, je veux dire, c'est vraiment une razzia. C'est le mot génocide, je pense que c'est réellement à ça. Alors que finalement, lorsqu'on entend le mot occupé, finalement, est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'occuper Gaza lorsqu'on a décimé toute la population? C'est-à-dire que au-delà des chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de 61 000 comme une fourchette basse. Il faut dire que le nombre est le plus important. Oui, sous les décombres. Sous les décombres, sans parler des victimes mutilées à vie. Donc, ce qui est important à relever, c'est que nous avons assisté à des phénomènes d'occupation et de colonisation. Notamment quand on parle du XXe siècle, notamment la deuxième décade du XXe siècle jusqu'à présent. À un moment donné, l'occupation reste un acte qui est contraire au droit international, mais du moins, dans certains cas, certains occupants essayent de faire en sorte de respecter un tant soit peu la Convention de Genève. Là où nous avons en face d'une entité qui non seulement réfractaire, mais qui est nihiliste par rapport au droit international, c'est-à-dire qu'elle est carrément dans une posture d'élimination systématique d'une population. Élimination systématique d'une population au niveau des intentions, et cela a été énoncé clairement. Souvenons-nous de ce que disait Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense, juste après le 7 octobre. Ce qui a été dit par le président Herzog, ce qui a été dit par Netanyahou, par Eisenkot, par Montlilit et autres, que ce dont il est question, c'est d'éliminer toute une population, non seulement physiquement, mais les priver de tout ce qui est nécessaire, à savoir en alimentation, à savoir l'éducation pour les enfants, la santé pour tout. Donc nous avons, si le droit international devrait inclure une nouvelle catégorie, une nouvelle appellation, c'est celui de l'État génocidaire. Donc c'est-à-dire que nous avons en face de nous d'un État génocidaire dont les intentions sont claires. C'est-à-dire que aller vers une politique non seulement de terre brûlée, c'est de chasser toute une population. Il y a une épuration ethnique, c'est-à-dire une épuration ethnique qui est par élimination physique, par les bombardements successifs et les assassinats en masse, mais aussi par la volonté de priver toute une population des éléments nécessaires. L'eau, la santé, l'alimentation. Donc on est besoin de première nécessité, vraiment. C'est la première nécessité. Donc cela est une idée au XXIe siècle, c'est que là nous avons en face une entité qui ne respecte pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas semblant. Elle le dit carrément, elle agit carrément au niveau des intentions. Non, ils ont décomplexé un petit peu le rejet du droit international, notamment la Convention de Genève, le protocole 3 pour ce qui est de la protection des civils et tout. Donc là, il s'agit carrément d'un génocide, c'est-à-dire que tous les éléments accréditant l'idée d'un génocide, notamment au niveau des intentions, ont été démontrés à travers les déclarations des dirigeants israéliens, mais aussi au niveau des actes. C'est-à-dire que privé. Récemment, juste pour conclure, une enquête très intéressante du quotidien britannique The Guardian, qui a parlé de ce qu'on appelle des mathématiques du génocide. Ils ont démontré mathématiquement que le génocide, la stratégie, ce qu'on appelle de privation de la population des Palestiniens de Gaza de tous les éléments nécessaires, a commencé à partir de 2005. Quand les Israéliens ont délibérément adopté une stratégie de limiter l'entrée de l'aide alimentaire de façon à ce que la ration alimentaire qui devrait contenir un certain nombre de calories qui sont entre 2000 et 2300 calories par jour ont été limitées à 1500-1600 calories par jour. C'est-à-dire qu'on va vers la malnutrition, ensuite vers la famille la plus aiguë. Une malnutrition programmée. Donc ça a été prouvé mathématiquement par l'aide des enquêtes de terrain, par certains ONG, par certains notamment activistes qui sont sur le terrain, où ils ont démontré carrément que le nombre que Gaza devrait avoir
régulièrement tel nombre de Ça, quantités. c'est dans l'idéal, hein, franchement, oui. Non, c'est-à-dire que, bien sûr, normalement, on devrait avoir un territoire qui est libre, appartenant à un État qui est la Palestine. Là, on en est réduit à parler de l'aide humanitaire, c'est-à-dire une stratégie qui a été sciemment élaborée au niveau du discours, mais aussi au niveau de l'acte. Mais ce qui est intéressant à relever, c'est que jusqu'à présent, même au niveau de l'aide humanitaire, l'entité sioniste a fait en sorte que les rations alimentaires doivent contenir un certain nombre de calories qui programment à la fois une malnutrition programmée qui va impacter inévitablement la santé des Palestiniens et tout ce qui est essentiel. Voilà, donc ceux qui ne sont pas morts sous les débris vont pouvoir mourir tranquillement et voir vraiment leur mort en direct. Avant d'aller vers vous, Badis Khnissa, donc je vous propose de voir ce sujet signé Amel Meziane pour justement revenir au débat tout de suite. La quête de nourriture, une lutte quotidienne et un pari risqué pour les parents à Gaza. Inès, comme de nombreux parents gazaouis, souffre pour nourrir ses enfants. Elle privilégie leurs maigres portions, se sentant souvent elle-même faible, consciente des décès liés à la malnutrition signalée quotidiennement. Cette mère de 3 enfants vit un vrai combat. J'ai maintenant du mal à me nourrir et à nourrir mes enfants. J'ai souvent des vertiges à cause du manque de nourriture. Et quand on a un peu de nourriture, je donne ma part aux enfants pour qu'ils puissent être rassasiés. La situation est terrible et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir si cela continue encore longtemps. Chaque jour, nous voyons des gens se rendre au point de distribution d'aide, se diriger droit vers la mort simplement pour rapporter du pain à leurs enfants. Nous voyons le sang se mélanger à la farine, un morceau de pain trempé de sang. La dernière ligne de défense contre la famine dans l'enclave palestinienne étant les cuisines caritatives où des centaines de Palestiniens se pressent chaque matin devant leurs entrées. Ce réseau informel de sites de distribution alimentaire caritatif, connu sous le nom de cuisine Takia, est au bord de l'effondrement alors que la famine s'intensifie dans l'enclave. Nous faisons tout notre possible pour maintenir cette cuisine en activité, mais il y a trop de monde. Il est impossible de nourrir tout le monde. Tout ce qui est sur le marché est devenu trop cher. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Nous sommes venus ici de nombreuses fois. À chaque fois, nous nous sommes blessés parce qu'il y avait trop de monde. Regardez cette blessure. Elle vient d'une marmite de soupe aux lentilles que je portais pour que mes enfants puissent manger quelque chose de chaud. Mais il n'y a jamais assez de nourriture. Les restrictions continues imposées par l'entité sioniste au convoi humanitaire ont étouffé les livraisons de nourriture en vrac aux cuisines. Tandis que les prix des denrées alimentaires locales sont hors de portée de la plupart des familles. Gaza est affamée et ses enfants meurent à petit feu. Voilà, donc c'était un sujet signé Amel Meziane. Nous rejoint à l'instant Hichem Melamissi, qui est analyste géopolitique, chroniqueur. Hichem, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Merci à vous. Donc, je voulais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Badis Khnissa, aujourd'hui, le constat est vraiment amer, il est affolant, c'est catastrophique ce qui se passe. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, comment peut-on parler d'une opération d'occuper Gaza alors que la faim se charge de tout faire pratiquement. Mais la question, la vraie question, c'est que quand on prive vraiment délibérément une population de nourriture, on ne parle plus seulement de guerre, mais également de politique de remodelage démographique. Comment cette stratégie, justement, s'inscrit-elle dans l'objectif le plus large de l'occupant en ce moment à Gaza? D'abord, si vous me permettez, j'aimerais rendre hommage au peuple palestinien, le peuple gazaoui en particulier, qui aujourd'hui donne une grande leçon à l'humanité, et non pas qu'à l'entité sioniste, et qui met à nu, je dirais, d'abord certaines hypocrisies de certaines puissances. La vétoisation de ce génocide aujourd'hui ne fait plus recette, et surtout aussi qui tient vent debout sur sa terre qu'il n'est pas prêt de lâcher. Pour revenir à votre question, effectivement, vous évoquiez l'occupation de Gaza. Il faut rappeler que plusieurs épisodes ont précédé le 7 octobre, ou du moins le déferlement, ou cet épisode le plus sanguinaire, disons,
des autres épisodes qui l'ont précédé à Gaza. Je rappelle 2005, l'entité sioniste est donc contrainte de céder le territoire de la bande de Gaza. Ensuite s'ensuit d'autres épisodes, notamment d'attaques hostiles, de génocide, clairement, puisqu'il y a eu plusieurs, effectivement, morts, enfants y compris, 2009, 2012, 2014, 2021, et enfin, post-7 octobre 2023, qui a donné un blanc-seing à cette entité sioniste sanguinaire, qui avait un projet de longue date, à savoir effectivement le Grand Israël, mais surtout aussi d'annexer parce qu'elle n'a pas digéré la pilule, elle n'a pas accepté effectivement 2005. Effectivement. Et puis vous avez aussi d'autres finalités inavouées, à savoir effectivement reconquérir un territoire. C'est aussi considérer Gaza comme un butin de guerre, à défaut de ne pas justement avoir eu des victoires militaires ou des victoires géopolitiques ou géostratégiques, puisque on en parlera un peu plus tard, l'entité sioniste est isolée plus que jamais et détestée plus que jamais. Rappelons-le. Par le front interne. Et donc, le territoire, enfin, le contenu du territoire importe peu. C'est le territoire. Et c'est aussi, ça permet à l'entité sioniste, dans un calcul pernicieux, à vouloir, pourquoi pas, enterrer par là même la solution deux États, notamment à travers, définitivement, mais surtout aussi asphyxier pour mieux négocier. Puisque c'est ça dont il est question aussi, la stratégie de Netanyahou depuis le début. À vouloir porter un coup de grâce, entre parenthèses, à travers cette population démunie, civile, innocente, désarmée, puisqu'on est aussi dans une guerre asymétrique. On ne peut pas parler de guerre de Gaza, on parle d'une guerre asymétrique, d'une guerre d'une armée régulière contre une population désavouée. Et effectivement, donc Netanyahou, à défaut de pouvoir cumuler des victoires militaires stratégiques et de renseignement, je rappelle aussi le 7 octobre, qui fut une claque à l'entité sioniste, hein, ce géant, notamment au pied d'argile, s'est pris une grosse claque, notamment avec ce 7 octobre, mais aujourd'hui, il continue effectivement consciemment, puisqu'il le sait déjà que la guerre est perdue d'avance, d'abord sur l'aspect géopolitique, sur l'aspect de l'équation de l'échiquier international, il s'isole davantage, mais surtout aussi à travers ce comportement génocidaire qui est aujourd'hui documenté. Je rappelle que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, ni le citoyen du monde, ni la communauté internationale, ni les superpuissances, que nous ne savions pas, puisque c'est un génocide à ciel ouvert et documenté. Et je rappelle aussi que Gaza, depuis une décennie, même depuis 2005, a été la parcelle la plus surpeuplée au monde. Et d'ailleurs, c'était une prison à ciel ouvert. La plus bombardée. Et sous embargo qui plus est. Donc embargo alimentaire, embargo d'armes, embargo de tout. Donc il manquait de tout le droit le plus fondamental, à savoir le droit individuel. Donc je pense que aujourd'hui, nous sommes dans ce continuum, notamment de cette guerre fratricide, cette guerre d'extermination, disons les choses clairement, cette logique d'extermination, effectivement, dont le peuple gazaoui, le peuple palestinien, la Cisjordanie n'est pas en reste, en font les frais. Mais en revanche, cela isole davantage, encore une fois, cette entité sioniste qui sont en tête, qui a d'ailleurs perdu certains soutiens de puissance occidentale. On pourra en parler justement dans ce cataclysme, qui est justement la résultante de cette guerre menée contre une population. C'est vrai que pour faire le constat, M. Hassan Qassimi, alors nous avons plutôt, je vais me tourner vers Hicham parce qu'on ne lui a pas donné la parole, on va faire le tour de table, y compris avec donc Hicham Lahmisi. Donc je disais que c'est vrai que 10 000 tonnes d'aide nécessaire, ce qui équivaut quelque part 600 camions, devraient en tous les cas rentrer à Gaza, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple, comme Netanyahou l'annonce, d'occuper Gaza finalement, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance parce qu'on n'a rien pu faire d'autre, en dépit de tout ce qui a été fait? Non, j'aurais un regard assez différent. En tout cas, j'apporterai une analyse peut-être décalée par rapport à ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le processus d'annexion que veut engager Israël, en réalité, n'est qu'un nouvel épisode dans un processus plus global d'extermination et de génocide du peuple palestinien. Ce qu'il faut regarder, c'est que depuis octobre 2023, on est très clairement, sous prétexte des attaques du 7 octobre, de mise en place d'un processus ou d'une espèce de solution finale dans lequel l'objectif clair et nettement affiché, qui est fortement documenté d'ailleurs, c'est le nettoyage ethnique de la bande de Gaza dans un premier temps, puis plus tard celui de la Cisjordanie.
Cette politique, elle s'inscrit dans la politique de ce qu'on appelle la politique du Grand Israël, qui ne va pas s'arrêter à Gaza, qui va se poursuivre sur la Cisjordanie, et avec l'inanité et l'attitude, entre guillemets, des pays arabes, elle pourrait aller encore beaucoup plus loin. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que tout ce qui est dit aujourd'hui n'est que prétexte. C'est-à-dire que sur le terrain militaire, on pourrait même en arriver à dire que pour de multiples raisons, il faudrait que la guerre dure le plus longtemps possible pour qu'Israël puisse exterminer le plus grand nombre de Palestiniens pour arriver à cet objectif final qui est celui de l'expulsion définitive des populations palestiniennes de Gaza. Pour moi, il ne faut pas faire erreur. C'est-à-dire que si l'on entre dans la discussion, dans l'analyse du discours, du narratif qui est celui de la partie israélienne, alors on se trompe, on fait véritablement une erreur d'analyse. C'est beaucoup plus prosaïque que ça. Les choses sont dites. Vous n'avez qu'à regarder les discours qui sont tenus par les différents ministres de l'extrême droite fasciste israélienne. L'objectif, c'est l'élimination du peuple palestinien. Nous avons déjà, par exemple, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays occidentaux, des marchés financiers et immobiliers pour le rachat de territoires, de parcelles immobilières sur Gaza. Dites-vous que si ces choses sont déjà en train d'être discutées, échangées sur le plan économique, c'est que l'intention finale, c'est bien qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza. Oui, alors c'est vrai que c'est un point de vue qui a été déjà abordé, puisqu'on disait que finalement, c'est vrai qu'on cherche réellement à faire durer cette guerre pour éliminer un maximum de Palestiniens avec un moindre effort. Que doit-on penser, M. Hassan Qassimi, de ce que vient de dire Hicham Lamissi? D'abord, au niveau des concepts, il faudra absolument clarifier certaines expressions qui ne renvoient pas à la réalité de ce qui se passe réellement sur le terrain. D'abord, le concept de guerre. Il n'y a pas de guerre il y a un génocide à Gaza. Pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait deux armées qui se fassent la guerre. Dans ce cas d'espèce, il y a une armée israélienne et il y a une population palestinienne qui subit pratiquement un déluge de feu. Il y a eu l'équivalent de 100 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur une petite poche de territoire de 350 km². Et là, vous imaginez un peu l'horreur. Nous sommes dans l'horreur dans toute sa dimension et c'est pratiquement l'horreur, la plus grande horreur du 21e siècle que nous enregistrons à Gaza. Il y a eu 2 génocides, 2 holocaustes, l'un en Allemagne et le deuxième. J'allais dire, est-ce qu'il faut avoir peur des mots? Voilà, finalement, vous l'avez dit. À Gaza, il y a effectivement un programme, il y a eu un holocauste, une épuration ethnique. Plus grave encore, cela a été soutenu par des déclarations politiques d'hommes d'État au plus haut niveau des institutions de l'antisionisme, au niveau de la Knesset, au niveau du cabinet de guerre de Netanyahou. Netanyahou lui-même, ses ministres, ont tenu un discours qui non seulement légitime le génocide, mais aussi déshumanise les populations palestiniennes, les considérant, comme l'a dit à plusieurs reprises le ministre de la Défense Galland, comme étant des animaux qu'il faut absolument éliminés. Donc, vous voyez à peu près le drame qui se déroule actuellement à Gaza. Et il y a bien sûr la Knesset qui vient d'ouvrir la voie à Netanyahou, ou qui vient de voter la semaine passée, à voter une motion autorisant le gouvernement. Bien sûr, elle n'est pas contraignante, mais elle balise la voie autorisant le gouvernement politiquement à annexer la Cisjordanie et annexer le Jourdain. Et là, nous sommes dans une véritable opération de colonisation qui ne dit pas son nom. Et souvenez-vous ce qu'avaient dit à un certain moment certains grands responsables occidentaux cherchant, ayant pour ambition de faire de Gaza une grande promotion immobilière. Et là, bien sûr, c'est des comportements qui sont scandaleux, condamnables à tous les niveaux, par les organisations internationales, Amnesty International, Cour pénale de justice, le tribunal pénal. Tous les documents qui ont été produits par ces instances internationales concourent à engager la responsabilité pénale de l'entité sioniste. Et là, je vous dirais un seul mot, c'est de dire que quand on parle de famine qui a été organisée de manière systématique et planifiée par l'entité sioniste, maintenant on essaye d'instrumentaliser cette opération en disant que tel pays va larguer des aides humanitaires. Ça sert à quoi d'envoyer de l'aide humanitaire quand les bombardements continuent toujours
à se faire de nuit comme de jour et de manière permanente. Vous savez qu'à Gaza, il y a l'équivalent de 18 à 20 enfants qui sont tués chaque jour. Vous avez l'équivalent d'une classe qui disparaît chaque jour à Gaza. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des actes de génocide. Nous sommes face à des abominations. Qui seront poursuivis pénalement et qui sont imprescriptibles dans le temps. Et Très bien, M. Qassemi, 12 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Effectivement, nous allons poursuivre le débat juste après cette très courte pause. L'émission spéciale Gaza se poursuit et le débat également avec nos invités. Je me tourne vers vous, Driss Cherif, finalement. Nous avons fait un petit topo sur la situation sur le terrain et nous savons que la situation est grave, qu'il y a abomination. Tout à l'heure, M. Hassan Qassemi parlait d'Holocauste, de pogrom, parce qu'on a vu que finalement, dans tous les médias, il y a quand même une certaine crainte ou des appréhensions à dire les choses telles qu'elles sont. Et finalement, il y arrive un moment où il ne faut pas avoir peur des mots, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est vraiment un deuxième Holocauste avec ce génocide. Maintenant, on va parler, si vous voulez, Driss Cherif, de cette occupation qui a été annoncée par Netanyahou, qui dit qu'il va occuper donc Gaza City. Est-ce qu'on va vers, si vous voulez, la réincarnation d'une solution finale? Est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui de Netanyahou? En finir définitivement avec les Gazaouis? C'est dommage de dire comme ça, mais bon. Oui, le plan qui a été adopté par le petit cabinet et approuvé par le Knesset contient 5 points. J'en retiens les 4 principales. C'est en finir avec le Hamas définitivement. Désarmement de Hamas. Désarmement, quand on dit désarmement, c'est l'élimination physique. Tout à fait. Faire de Gaza une zone démilitarisée, le retour des otages et l'instauration et l'imposition d'une administration civile dans laquelle il n'y aura ni l'autorité palestinienne ni le Hamas. Alors c'est pas mal le dernier point parce qu'il faut nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire une administration alternative où il n'y a ni Hamas ni l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que c'est une annexion qui ne dit pas son nom, tout simplement. Voilà, c'est une annexion finalement. Tout bonnement, disons-le, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'occuper un territoire mais de l'annexer, de faire une sorte de continuum géographique. Deuxième Cisjordanie. Tout à fait. Étendre les frontières géographiques de l'entité d'Israël, Israël, en incluant Gaza. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous me permettez, il y a un point qui est très important, c'est que le plan lui-même est une réponse. Réponse, la première, en premier degré d'analyse, c'est réponse à la proposition qui a été formulée il y a 2 semaines à New York par les États européens et arabes sur la solution de 2 États. Donc, c'est dire que par ce plan, les Israéliens disent carrément qu'on n'en veut pas. On ne veut pas entendre parler de cette solution de 2 États. Et ce n'est pas quelque chose de conjonctural, c'est structural dans la stratégie du Likoud. Et Netanyahou se targue depuis des années d'être le premier ministre le plus sécuritaire, de celui qui va enterrer la solution de 2 États. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura qu'un seul État, c'est l'État israélien. Deuxième réponse aussi, c'est aux pays occidentaux qui essaient un petit peu d'imposer leur embargo et de revoir leur politique par rapport à la question par rapport à l'antitésionisme. Par rapport à l'antitésionisme. À leur relation avec l'antitésionisme. C'est-à-dire que c'est une réponse qui est une réponse claire. Et troisième niveau, peut-être en rapport avec une question de politique interne, parce que le plan d'annexion, c'est un acte militaire en lui-même avec une portée politique et stratégique. Une portée politique en termes de politique interne, cela donne à Netanyahou la possibilité de prolonger l'état de guerre. Qui dit prolongation de l'état de guerre, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire qu'un petit peu, il a mis en avant l'agenda militaire sur l'agenda politique. Parce que Netanyahou sait pertinemment, si demain il y aura des élections, il est fort probable qu'il perde ces élections. Qu'il sera évincé. Donc, en imposant ce plan d'annexion, pour lui, ça sera un petit peu une pause et un répit pour prolonger, c'est-à-dire reporter sa durée de vie à lui-même. Tout à fait. La prolongation de sa durée de vie politique et reporter sine die toute solution. Donc là, au-delà de ces considérations, ce qui est très important à souligner, c'est que là,
nous assistons à une stratégie un petit peu, si vous voulez, on peut dire, c'est la solution finale. C'est un petit peu l'occupation et d'aller même vers ce qui a été proposé par Katz, le ministre de la Défense, c'est de pousser tous les 2 millions de Rajaouis vers une parcelle de 50 km², imposer une sorte de cantonnement, un campement humanitaire. Entassés, au fait. Tout à fait, les entassés en rationnant l'aide alimentaire, de façon à les pousser à immigrer, c'est-à-dire vider Raja par une stratégie d'occupation militaire. Déjà, 75% du territoire est occupé. Il y a les opérations militaires terrestres et aériennes. Il reste juste Khan Younes, Deir el-Balad et Raja Centre, et la ville de Raja. Voilà. Donc, cette stratégie vise, si vous voulez, on est dans une phase finale, à savoir l'annexion. C'est-à-dire carrément, la stratégie du gouvernement avec l'appui de la droite religieuse, c'est de faire Raja comme un prolongement du continuum géographique de l'État d'Israël. C'est-à-dire une partie, on l'annexe définitivement. Raja sera partie intégrante. Et le reste sera retranché. Tout à fait. C'est-à-dire de pousser les Rajaouis à fuir, à rendre la vie impossible, difficile, les bombarder régulièrement, les assassiner quotidiennement et les affamer, c'est-à-dire rendre la vie impossible de façon à ce que les Rajaouis meurent de désespoir, de dire finalement nous n'avons pas d'autre choix que de fuir. Oui. C'est une façon de légitimer un peu, de conforter déjà dans leur argument que ce n'est pas nous qui ont cherché, c'est les Rajaouis qui sont partis. Ils l'ont fait par eux-mêmes. Très bien. Donc l'idée, elle est là. Cherif Driss, je vous propose, messieurs, d'aller quand même voir ensemble le sujet signé Safwan Ben Sabri concernant justement cette annonce faite par le Netanyahou. Tout de suite. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Il avait déclaré la veille son intention de prendre le contrôle militaire de toute la bande de Gaza, malgré l'intensification des critiques internes et à l'étranger concernant l'agression dévastatrice qui dure depuis près de 2 ans dans l'enclave palestinienne. Le cabinet de sécurité de l'entité s'est réuni et a voté en faveur d'un plan d'occupation de Gaza qui inclut des contrôles sécuritaires, alimentaires et militaires. Sans autorité issue de la volonté des Gazaouis, une mise sous tutelle pure et simple de la bande de Gaza. C'est la concrétisation verbale et militaire d'un plan qui plane depuis des années dans l'espace politique sioniste. Une solution finale et radicale aux yeux du dirigeant qui voit en Gaza un obstacle à une domination régionale totale. That's what we want to do. Malgré un mandat d'arrêt international à son encontre, les protestations diplomatiques, les sanctions judiciaires de dizaines d'instances et d'États, Netanyahou poursuit dans son dessein mortel pour les Palestiniens. Sur le terrain, les troupes sont déjà amassées. Des images satellites montrent que l'armée sioniste est en train d'accumuler matériel et troupes à la frontière avec la bande de Gaza, laissant présager une opération terrestre majeure imminente. Pour rappel, l'armée sioniste occupe et opère à l'heure actuelle près de 75% de la bande de Gaza, tout en bombardant arbitrairement des points de localisation de populations civiles. Malgré les pressions internes et externes, la mise en œuvre de ce plan démontre le jusqu'au-boutisme criminel. Alors, c'était un sujet signé Safwan Ben Sabri Badisr. Nissa, je vous laisse commenter ou est-ce que je dois encore poser des questions parce que je reste vraiment sans voix là. Non, j'aimerais juste, peut-être si vous permettez, apporter quelques éléments chiffrés également. Vous avez évoqué plus de 12 000 enfants, notamment qui subissent la malnutrition et la famine. Hein. J'irai encore plus loin, plus de 12 000 enfants moins de 5 ans, selon les statistiques de l'OMS. Donc des bébés, des enfants en bas âge. Puis vous avez plus de 2500 qui subissent une malnutrition sévère. On a doublé les admissions, notamment dans les hôpitaux. Enfin, quand je dis hôpitaux, c'est un gros mot. Ce qu'il en reste d'hôpitaux. Maintenant, effectivement, ce projet n'est un secret pour personne d'annexer les territoires. Et d'ailleurs, il a commencé bien au lendemain de l'instauration et de la fondation de cette entité sioniste sur les cendres, notamment du peuple palestinien. Rappelez-vous, Ben Gourion, il avait pour objectif d'avoir ce projet du grand Israël, mais pire que ça, il avait aussi pour projet de ne jamais rendre des comptes. Et c'est d'ailleurs une doxa.
une doctrine de l'entité sioniste à jamais rendre des comptes, y compris à l'ONU. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi cette immunité, cette impunité. Ils se sont mis dans un rang vraiment supérieur à tout le reste de l'humanité. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est au lendemain de la fondation, on ne parle pas de 2025. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez effectivement, il faut mettre en perspective pas mal d'éléments tangibles, palpables. La normalisation, les accords d'Abraham ont servi également de boulevard pour effectivement permettre un certain cautionnement, notamment de la question palestinienne. Et puis vous avez également, je dirais récemment, le Hamas qui a été montré du doigt, alors que c'est la seule résistance avec d'autres factions qui aujourd'hui tient debout et qui d'ailleurs, encore une fois je me répète, a essuyé, en tout cas donné une grosse claque à l'entité sioniste aujourd'hui, malgré sa puissance, sa superpuissance militaire. Et puis vous avez aussi un autre élément, faut-il le rappeler, la guerre d'Iran. Pourquoi j'en parle ? Parce que la guerre d'Iran a permis d'avoir un espèce de prolonger l'ultimatum de Netanyahou. Netanyahou aujourd'hui est acculé par le temps. Netanyahou avait une épée de Damoclès qui est celle de la dissolution de son gouvernement. Netanyahou a des déboires judiciaires qui d'ailleurs aujourd'hui les a ajournés pour des questions de guerre et de force majeure. Il aura beau tergiverser, je crois que finalité, donc il essaye tant bien que mal de créer une équation complexe mais il s'en sens davantage. En son avantage. Et puis vint la guerre d'Iran qui a renforcé, consolidé le front intérieur israélien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et c'est regrettable de voir cela en fait. Le dernier sondage qui a été fait par le journal Haaretz, qui est l'un des journaux quand même poids lourd de l'entité sioniste, plus de 82% des Israéliens demandent l'annexion de Gaza. Plus de 72% des Israéliens demandent l'extermination des Gazaouis. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, on parle même de consensus national. C'est devenu un fonds de commerce, je dirais une orientation citoyenne regrettable de la part des Israéliens. Mais encore une fois, c'est une victoire pour Netanyahou, parce que Netanyahou voulait créer ce chaos organisé depuis quelques années déjà. C'est pas un hasard que le Moyen-Orient est à feu et à sang depuis des décennies. C'est pas un hasard que nous avons des nébuleuses terroristes ici et là, des poches encore qui résistent. C'est pas un hasard que nous avons la chute de certains régimes qui jusque-là avaient maintenu une certaine stabilité. C'est pas un hasard que la Syrie a chuté et qu'aujourd'hui ils essayent d'asphyxier effectivement les seuls canaux d'approvisionnement en armement, notamment de la résistance. Donc vous voyez bien que c'est un grand projet avec une équation géopolitique très complexe. Encore une fois, Netanyahou essaye de persister, signer pour ce projet d'annexion et d'occupation de Gaza, et d'ailleurs à contre-courant, puisque vous voyez son propre chef d'état-major, il est contre. Il est contre pour la bonne et simple raison, il est pragmatique, c'est un militaire. C'est un militaire qui croit on l'est donné. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, le Hamas existe toujours, le Hamas est toujours armé, le Hamas fait toujours mal, le Hamas tue toujours cette armée super puissante, le Hamas continue à négocier, le Hamas a toujours les otages, le Hamas dicte le tempo. Donc vous voyez bien que ce militaire haut gradé comprend bien que si on va vers l'occupation, on va vers le Vietnam de l'entité sioniste. Merci beaucoup Badis Khnissa. Je voulais juste rappeler avant de passer à Hassan Qassemi que l'Algérie a fait quand même un communiqué par rapport à ça. Elle a même convoqué une session du Conseil de sécurité, une réunion d'urgence. L'Algérie qui a bien sûr dénoncé dans les termes les plus vifs et rejeté catégoriquement ces plans sionistes, y compris celui de Netanyahou, Hassan Qassemi. Et puis je voulais aussi revenir avec vous, Hassan Qassemi, par rapport à ce narratif dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de guerre à Gaza, mais pour l'entité sioniste et son narratif, ils sont en guerre contre le Hamas. Ils sont convaincus. Il faut savoir que Netanyahou a une stratégie belliqueuse satanique pour un peu continuer sa guerre de manière illimitée à Gaza. Vous savez, elle répond à plusieurs objectifs. Vous savez que la survie de Netanyahou dépend de la poursuite de la guerre à Gaza. Et vous savez très bien que Netanyahou est un homme qui est poursuivi par la justice de son pays pour diverses affaires scabreuses de corruption, de trafic d'influence. D'ailleurs, lui et sa femme, Sarab, qui est également impliqués dans d'autres affaires. Donc, Netanyahou a une année de grâce. Pourquoi une année de grâce? Parce que durant cette année, il va continuer à faire la guerre absolue et finale, dans l'objectif de réaliser sa survie politique. Vous savez que c'est dans une année que le jugement
finale des procédures pénales qui sont engagées contre Netanyahou seront... Non, la justice israélienne. La justice israélienne rendra dans une année son jugement définitif devant accuser pénalement le Netanyahou, et il risque gros, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Donc il joue avec ce qui se passe actuellement, sa guerre permanente qui est en train de lancer, et bien sûr d'installer la déstabilisation dans tout, y compris dans son pays, attention. Et la guerre c'est pour ça peut-être aussi Hassan Qassemi qu'il essaie d'écarter un petit peu la juge qui est sur le dossier. Je vais vous dire une chose, que Netanyahou est en train de s'installer en Israël en véritable tyran, autocrate, devant neutraliser tous les contre-pouvoirs. Et vous connaissez sa guerre avec la Cour suprême. La Cour suprême est la seule organisation judiciaire dans ce pays qui est capable en mesure de censurer Netanyahou. D'ailleurs, dernièrement, Netanyahou, le mois de mars, le mois de juillet passé, non, pas juillet, le mois passé, le mois de mars, si ma mémoire ne me trompe pas, le mois de mars passé, il avait mis fin au chef du renseignement du Shin Bet pour, bien sûr, un conflit d'intérêts. Et là, bien sûr, le patron du renseignement du Shin Bet intérieur de l'entité sioniste avait refusé les requêtes de Netanyahou, qui lui avait demandé expressément de faire tout pour essayer de retarder son procès et de le reporter à plus tard pour qu'il ne soit pas condamné. Donc vous voyez que la Cour suprême est intervenue pour dire que la décision de Netanyahou était inconstitutionnelle et illégale, et de ce fait, elle avait refusé de valider la décision de fin de fonction du chef du renseignement du Shin Bet de l'entité sioniste. Maintenant, pour le reste concernant l'occupation de Gaza, nous sommes dans un processus de colonisation. Ce n'est ni une annexion, ni une domination, c'est une colonisation du territoire palestinien. Et là, peut-être, si vous voulez bien, je reviendrai à la dernière réunion qui s'est tenue à New York entre le 28 et le 30 juillet concernant la solution à 2 États, qui a été présidée par les deux pays que vous connaissez. Et là, brièvement, bien sûr, pour pouvoir quand même donner la parole à M. Michel. J'interviendrai sur la résolution finale de cette conférence à la solution, même si la décision finale était de confirmer, soutenir une solution à 2 États, mais on peut faire quelques remarques, quelques critiques à cette résolution qui met sur le même niveau le colonisateur et le colonisé, c'est-à-dire qui met l'entité sioniste et la population palestinienne qui est victime d'une colonisation sont mis sur le même niveau. Deuxième point de remarque sur cette conférence, c'est qu'elle ne condamne pas les actes de génocide, de crimes de guerre qui sont commis contre les populations civiles palestiniennes. Troisième observation qu'on peut faire au sujet de cette conférence de New York, c'est que, souvenez-vous, en 2024, il y a eu une résolution des Nations Unies demandant à l'entité sioniste de se retirer des territoires occupés en lui donnant un délai d'une année. Et ce point-là, cette résolution des Nations Unies n'a pas été rappelée dans la motion finale de la conférence pour une solution à 2 États. Et vous voyez à peu près que c'est une conférence sur laquelle on peut dire beaucoup de choses, mais qui n'a pas mis au cœur de cette résolution le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et le droit du peuple palestinien à disposer de son propre État. Voyez à peu près les enjeux sur lesquels il y a une très forte manipulation, une campagne de communication qui cherche toujours à essayer de décrédibiliser la question palestinienne en donnant plus de poids aux versions sionistes qui sont des versions bien sûr génocidaires et criminelles. Et c'est de bonne guerre pour toutes les puissances coloniales, en tous les cas, l'entité sioniste ne fait pas une exception. Alors je vous propose quand même, messieurs, de revenir ou de découvrir ensemble le communiqué algérien de l'Algérie, des autorités algériennes, donc par rapport à cette annonce d'occupation qui dit, après avoir appelé à une réunion d'urgence, comme je vous le disais tout à l'heure, au Conseil de sécurité, une réunion qui se tiendra justement demain, l'Algérie a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique des plans sionistes visant à occuper la ville de Gaza, au centre de l'enclave palestinienne,
Donc, c'est ce que dit le communiqué. Alger estime que ces plans menacent l'avenir de la bande de Gaza, l'avenir de l'État palestinien et celui de la paix dans toute la région. Le communiqué affirme également que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé et constitue une composante intégrale et indissociable de l'État palestinien, reconnu par la légitimité internationale et exigée par la communauté internationale. L'Algérie exprime sa ferme condamnation et son rejet catégorique de ces plans israéliens qui hypothèquent l'avenir de la bande de Gaza, de l'État palestinien et de la paix dans toute la région. La bande de Gaza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et un élément authentique, indissociable de l'État palestinien, reconnu par la légalité internationale et revendiqué par la communauté internationale. L'Algérie exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer les responsabilités qui lui incombent pour mettre fin à ces plans israéliens et stopper la guerre génocidaire subie par le peuple palestinien depuis près de 2 ans. La nécessité de répondre rapidement aux priorités urgentes imposées par la situation actuelle, notamment les conditions humanitaires catastrophiques dans la bande de Gaza. L'Algérie réaffirme que l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain, avec El-Quds pour capitale, constitue un impératif historique inaliénable, imprescriptible et non négociable. Hichem Lahmissi. Oui, je vous entends. Voilà, alors l'Algérie a réagi, elle a même convoqué donc, si vous voulez, une session, une réunion du Conseil de sécurité pour débattre de la question. L'Algérie qui a toujours pris justement ce genre d'initiative par rapport à la Palestine et à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Oui, l'Algérie est tout à fait dans son rôle, si j'allais dire, moral et historique, d'autant plus que le vécu des Palestiniens et la cause palestinienne résonne tout particulièrement pour les Algériens, en ce sens où forcément on se reconnaît dans la lutte de libération nationale du peuple palestinien, qui s'inscrit un petit peu dans cette même logique de décolonisation, à contre-bourg historique, on est à contre-courant de l'histoire, puisqu'on est en train d'assister, comme l'a dit Monsieur Qassemi tout à l'heure, à un processus de recolonisation qui intervient dans une époque quand même assez particulière et assez singulière, et que, lors du moment où on en est à discuter justement de 2 États, très clairement, Israël et les États-Unis sont en train de discuter de toute autre chose, c'est-à-dire le refus justement de la solution à 2 États, et on s'inscrit dans un processus qui est particulièrement dangereux, qui a été logiquement mis en évidence par la diplomatie algérienne, qui revient notamment sur cet impératif de 2 États et surtout sur le fait qu'en l'absence d'État palestinien, il ne faut pas s'attendre à une situation pacifiée dans toute la région du Moyen-Orient. Et j'irai même encore un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique de fuite en avant extrêmement dangereuse, dans lequel il faut prendre en considération que pour Israël, en fait, toutes les digues, entre guillemets, sont tombées, et ce pays qui est aujourd'hui dirigé par une majorité fasciste d'extrême droite ne peut plus être arrêté en l'absence d'une condamnation non seulement dans la forme et dans les mots, mais aussi une action économique très forte et diplomatique de ceux qui entretiennent encore des relations avec cette entité dont l'avenir aujourd'hui est compté, en ce sens où la fuite en avant dans laquelle Netanyahou engage les Israéliens nous amène à considérer, à penser qu'après la destruction de Gaza, la destruction de la Cisjordanie, l'ensemble de la région n'aura peut-être pas d'autre choix et pas d'autre solution que de trouver un répondant suffisamment fort pour pouvoir mettre fin, comme cela a été fait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec la puissance nazie, peut-être un régime qui représente un élément d'insécurité maximale pour le Moyen-Orient, mais peut-être plus globalement pour le monde. Oui. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui commence à apparaître très fortement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà de la question des 2 États, peut-être que effectivement, il n'y a de place que pour un État, et ce n'est pas forcément celui auquel on pense, parce qu'aujourd'hui, Israël est devenu un danger pour la sécurité internationale, et peut-être le plus grand danger à l'échelle mondiale.
Alors, c'est pas étonnant, c'est vrai qu'Hichem Lahmisi, comme le disait, qu'aujourd'hui l'Algérie joue un petit peu ce rôle moteur d'éveil de conscience, parce que c'est ce qui se passe. Nous assistons à cela au moment où les soutiens à la Palestine sont en véritable recul, même s'il y a quand même eu un sursaut, mais c'est beaucoup plus la population civile occidentale et partout dans le monde. Mais ce que je voulais savoir, Driss Cherif, c'était est-ce que aujourd'hui, en termes de communication politique, pourquoi selon vous, Netanyahou rend public ce plan maintenant, alors que la pression internationale, quand même, contre l'antitésioniste monte de plus en plus? Pour une raison simple, parce que Israël, en tant qu'entité, elle est isolée sur la scène internationale. Ce qui est important à souligner, et c'est une lampe de fond en soi-même, c'est que le soutien à la cause palestinienne devient de plus en plus une réalité. À un moment donné, il y a eu le narratif israélien par rapport à la Shoah, la victimologie, tout ce qui s'ensuit, mais ce narratif est en train de s'assécher. On le voit depuis l'agression israélienne sur Gaza et le génocide qui est perpétré. C'est que l'image d'Israël comme une démocratie, comme un peuple qui a subi l'Holocauste, elle est en train de se tarir, c'est-à-dire de faner, si je puis dire. Donc il y a un retour, si vous voulez. C'est un mythe qui se déconstruit. Il s'est déconstruit, tout à fait. Ce narratif est en train de se déconstruire. Et le plus important, c'est que ce narratif vient de l'Occident, c'est-à-dire qu'en Occident, on va en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, même en Asie. Oui. Donc il y a, si vous voulez, une sorte d'une prise de conscience à l'échelle mondiale, et on le voit récemment, des centaines de milliers, c'est-à-dire en Australie, au Japon, en Espagne, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de capitales, c'est-à-dire ce qui effraie le plus les Israéliens, c'est cet isolement. C'est que là, actuellement, la question palestinienne, elle se recentre au niveau de relations internationales. Elle devient une question, et ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de structurel, de l'âme de fond. Donc, étant sur la défensive, le gouvernement israélien, notamment le premier ministre Benjamin Netanyahu, il se doit un petit peu de faire un petit peu de communication, de faire un petit peu de marketing, de vendre son plan. C'est-à-dire d'expliquer que nous, on n'essaie pas de détruire les Palestiniens, on ne mène pas une guerre contre les Palestiniens, mais on mène une guerre contre, entre guillemets, ce qu'ils qualifient d'antiterrorisme, mais qui est un mouvement de résistance, le Hamas. Donc, il est dans ce qu'on appelle la posture de justification. Il est dans une posture réactive, défensive et de justification pour faire passer la pilule, sachant que sa posture au niveau interne, elle est bancale, même si, ça a été rappelé tout à l'heure, comme c'est vrai que l'extrême majorité des Palestiniens veulent de liquidation, ce qu'on appelle la question palestinienne, notamment chasser les Rajaouis de territoire. Et non demeure pas moins que le gouvernement de Benjamin, il est dans une posture très difficile. Il est isolé, même aux États-Unis, certains soutiens qui sont des inconditionnels de la question d'Israël, sa sécurité et tout, donc le lobby pro-sioniste, il y a une partie qui est en train de se démarquer, c'est-à-dire notamment par rapport au génocide, non pas par amour palestinien, mais parce qu'actuellement, Israël est devenu un boulet. C'est-à-dire devenu un boulet dont le coût est devenu très élevé, à la fois financier et économique, plus de 20 milliards de dollars, pour ne pas dire 25 milliards de dollars d'aide américaine à Israël depuis le début de la guerre. Un boulet à la fois diplomatique, parce qu'il y a l'isolement de cette entité, impact sur l'image, elle a un impact sur l'image des États-Unis, mais un boulet de coût humain, c'est-à-dire qu'avec le génocide perpétré, il y a au niveau de la morale, c'est-à-dire que nous avons en face de nous une entité, c'est-à-dire Israël est en train de devenir un État paria. Très bien. Donc c'est un État paria que beaucoup ne veulent pas soutenir. Merci beaucoup, Driss Cherif. Vous terminez à pic, juste donc après une courte pause, et on continue et on poursuit le débat. Nous voici de retour pour le troisième volet de cette émission spéciale consacrée à Gaza et aux déclarations du Netanyahou qui dit qu'il va justement occuper Gaza. Je voulais revenir avec vous, Hassan Qassemi, justement, aux réactions, si vous voulez, aux retombées de cette annonce, parce qu'on a vu quand même des réactions internationales, que ce soit celle de l'Allemagne, de Guterres ou encore de l'Union européenne. Il est vrai que pour une fois, on a assisté
assister à des réactions, à des gestes ou à des, si vous voulez, à des décisions de l'entité sioniste. Mais il est vrai que, aussi, de l'autre côté, ça reste quand même vraiment en deçà de ce qui est attendu. Finalement, parce qu'on appelle, on dit à l'entité sioniste de revoir sa position, on dit à Netanyahou de revoir ses décisions, mais personne ne dit à Netanyahou que si vous franchissez la ligne rouge, eh ben, il vous arrivera ceci et cela. Vous savez, Netanyahou n'a plus rien à perdre. C'est un criminel de guerre qui a été condamné par le tribunal pénal international, mais hélas, qui continue à bénéficier des bonnes grâces de l'Occident et continue à survoler les territoires aériens de ces pays sans être poursuivi ni arrêté. Et cela est regrettable et condamnable. Maintenant, pour Netanyahou est dans une stratégie et dans un processus consistant à rester le maximum encore au pouvoir pour ne pas se retrouver en prison. Et maintenant, vous devez savoir que sur le plan international, Netanyahou a réussi de provoquer quelque chose auquel il ne s'attendait pas, oui. À savoir un retournement de la situation de l'opinion publique internationale contre l'État d'Israël et de ses actes génocidaires criminels qui sont en train de se dérouler sur ce territoire. Je vais vous dire un peu ce qui a été dit par Donald Trump, et c'est bien sûr, c'est des informations qui sont sorties dans la presse, ce qu'il avait dit à Netanyahou, que le peuple américain soutenait de moins en moins la cause israélienne dans cette guerre génocidaire et criminelle. Vous voyez que maintenant, les opinions publiques sur le plan international sont solidaires, se cristallisent en condamnant bien sûr massivement tout ce qui se passe, tout ce qui se fait d'odieux, de criminel à Gaza. Et bien sûr, ce sont des pressions qui ont des conséquences au niveau des classes politiques en Europe. Vous voyez un peu un changement plus ou moins discret des positions de certains pays. Je ne citerai pas, il y a beaucoup de pays en Europe qui ont fait évoluer leur position doctrinale et politique sur la question palestinienne et particulièrement à Gaza. Oui, mais dans le réel, si je prends le cas de l'Union européenne, elle n'a pas mis en place un certain nombre de sanctions comme cela a été pris quand la Russie, que ça a été fait de manière plus de 2000 à 3000 sanctions qui ont été lancées et il n'y a pas eu la suspension de l'accord commercial entre l'entité sioniste et l'Union européenne. Vous voyez à peu près que nous sommes en présence d'un double langage occidental sur la question palestinienne et sur, bien sûr, les actes de génocide qui sont commis par Netanyahou et qui semblent faire l'objet d'un certain nombre de soutiens assez feutrés, assez discrets. Oui. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas encore passés à la phase sanction de l'entité sioniste pour pouvoir mettre fin à ce processus génocidaire et d'extermination, d'épuration des populations palestiniennes. Y passera-t-on un jour d'ailleurs, parce que vu le rythme des choses, tout à l'heure je devais en principe aller vers vous, Badistre Nissa, donc quand même je me suis rappelé, Dieu merci, je n'ai pas perdu toute ma mémoire. Alors Badistre Nissa, dites-nous, est-ce que selon vous cette guerre redessine l'architecture sécuritaire régionale, notamment lorsqu'on sait ce qui se passe par exemple dans cet axe ou ce triangle Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, par exemple? J'ai envie de vous dire que toute l'architecture sécuritaire planétaire est en train de se redessiner. Je rappelle, avec le conflit en Ukraine, avec les plus de 800 milliards à chercher, milliards d'euros à chercher au sein de l'Union européenne pour justement, finalement, c'est du chacun pour soi, où ils ont du mal à les collecter. Donc non, l'architecture sécuritaire aujourd'hui, elle est... je dirais la résultante notamment de ce cataclysme qui est en train de se produire, même si effectivement l'épicentre aujourd'hui se trouve au Moyen-Orient pour la bonne et simple raison, parce que pour l'Occident, ils considèrent que c'est la seule et unique et dernière démocratie qui est au Moyen-Orient. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, pour être plus fidèle aux propos de Donald Trump sur effectivement sa conversation avec Netanyahou, il y a rappelé que mon peuple déteste de plus en plus
votre pays. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le fossé se creuse, notamment avec les États-Unis. N'oublions pas le mouvement MAGA qui est aussi un anti-guerre et qui aussi tient le là et s'oppose notamment à ce soutien des États-Unis à l'entité sioniste, ce soutien indéfectible, notamment en matière d'armement. Nous avons vu rapidement comment les États-Unis ont réarmé l'entité sioniste suite à la guerre avec l'Iran, qui a été épuisé d'ailleurs, et d'ailleurs dans le dôme de fer est devenu un dôme de verre. Mais encore une fois, il me semble pertinent de dire aujourd'hui que Netanyahou est acculé malgré tout, puisque Netanyahou essaye de trouver effectivement un projet commun, un projet qui arrive à rassembler les Israéliens, et quand il s'agit bien évidemment de défendre leurs intérêts, leur souveraineté, mais surtout aussi leur subsistance et leur existence, puisque c'est ça dont il est question. Netanyahou d'ailleurs à maintes reprises répète ce mot, il est question de survie, notamment de l'entité sioniste dans la région. Donc cela stigmatise, cela frustre notamment l'opinion, mais cela aussi aujourd'hui les mène à soutenir ce type de génocide notamment. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'Holocauste, effectivement, aujourd'hui l'entité sioniste a réussi à basculer la morale de la mémoire, je dirais, dans la raison d'État punitive, tout simplement, puisqu'elle reproduit. La victime est devenue un bourreau. Et vous avez évoqué effectivement le soutien de l'Algérie sur l'initiative de la Réunion. Moi, je tiens à rappeler que l'Algérie, par sa diplomatie morale, par sa diplomatie aussi du droit, puisqu'elle croit en la force de la loi et non pas de la loi de la force, puis surtout aussi sa diplomatie vertueuse qui consiste à défendre les peuples opprimés et la logique des peuples. Donc elle s'inscrit tout à fait dans cette dynamique, dans cette rhétorique qui est encore une fois sa doctrine. Mais nous subissons aujourd'hui effectivement un cataclysme à des conséquences, avec une vague scélérate qui est en train de se produire effectivement, dans laquelle beaucoup de pays d'ailleurs limitrophes, nous avons vu quelques-uns qui ont troqué malheureusement la cause palestinienne pour des intérêts chimériques. Clairement, d'ailleurs on ne va pas plus loin que juste à côté un voisin qui effectivement attend toujours les retombées. Donc, mais encore une fois, aujourd'hui je pense que les retombées de ce conflit font qu'effectivement le temps a donné raison aux Palestiniens, le temps a donné raison à l'Algérie, le temps a donné raison à tous les pays qui défendent une cause humaine avant qu'elle soit politique ou elle soit diplomatique. Et ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui vous savez, la posture de l'entité sioniste radicalise l'isolement et judiciarise le conflit. Aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure la CPI, c'est du jamais vu, c'est un tournant quand même majeur, même si effectivement il n'y a pas de contraintes, même si certains États signataires n'appliquent pas, nous l'avons vu récemment, ceci reste aussi dans la rhétorique, dans l'approche qui consiste à donner un message très fort et un signal très fort à Netanyahou et ses sbires, puisqu'encore une fois Netanyahou n'est qu'une partie du projet. Faut-il rappeler qui a mis Netanyahou Premier ministre, qui a apporté son soutien, d'ailleurs qui était stratégique. Sans ce soutien, il ne serait jamais réélu malgré les déboires judiciaires. C'est effectivement le mouvement intégriste et messianique, notamment politique, et les Haredim notamment, qui lui ont permis cela. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, je me répète, l'isolement de cette entité sioniste, et d'ailleurs je reviens sur l'opposition au sein d'Israël, le leader de cette opposition qui avait évoqué une chose très frappante et très révélatrice, à savoir, il a évoqué que Netanyahou a réussi une seule chose, à savoir faire détester l'entité sioniste au monde. Vous savez, aujourd'hui, 147 pays, 147 États reconnaissent l'État palestinien. Alors, nous avons une certaine reconnaissance potentielle, notamment déclarée par la France pour le mois de septembre. Nous avons l'Angleterre, nous avons le Canada qui sont en réflexion. Et nous parlons d'Occident, nous parlons de puissance, nous parlons même pour certaines de puissances qui détiennent le veto, qui sont des membres fondateurs du Conseil de sécurité. Donc le vent tourne. Vous parlez de la Grande-Bretagne. Exactement, le vent tourne et Netanyahou en est conscient, et c'est pourquoi d'ailleurs il précipite, et je reviens un peu sur une question qui a été posée avant, il précipite le processus effectivement de recolonisation, d'annexion et de gain de territoire pour mieux se renforcer, mais surtout aussi pour essayer d'enterrer définitivement la solution à deux États, d'ailleurs qui a été rappelée encore une fois, y compris par notre diplomatie algérienne, à savoir revenir aux frontières de 1967 et revenir à la solution de deux États à laquelle l'entité sioniste depuis le début n'y a jamais cru. Et force est de constater également que son soutien aussi, son piternel qui est les États-Unis, n'y croit pas. Il suffit de revenir aux déclarations de l'ambassadeur à Tel Aviv.
Justement, pour suivre votre idée, Nissa, parce que ça va un peu dans ce sens, Hichem Lahmissi, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'avec l'isolement donc de l'entité sioniste, le fait est dû en premier lieu ou principalement au fait que le mythe donc du grand Israël qui entoure en tous les cas la création de cette entité sioniste au Moyen-Orient, tous ces mythes sont en train de s'écrouler un à un depuis qu'il y a eu cette guerre à Gaza? Oui, tout à fait. Ce qui est important de rappeler, et ça a été dit, c'est que en fait, dès l'origine, le projet sioniste n'a accordé aucune place à l'idée d'un État palestinien ou d'un État arabe. Et ça, il faut absolument le comprendre parce que on analyse, on essaye de trouver des semblants d'explications, alors qu'en réalité, le projet israélien, dès le départ, c'est véritablement un projet d'annexion de l'ensemble de ce qui a été la Palestine historique, et bien au-delà, à travers l'extrême droite messianique, qui aujourd'hui dirige en fait le régime israélien et qui s'inscrit véritablement dans une logique auquel les dirigeants israéliens croient très fermement. Et donc, du coup, lorsque nous discutons justement de situation diplomatique, en réalité, ou de solution diplomatique, cette solution diplomatique, elle ne peut arriver qu'en l'état d'une situation de rapport de force qui soit tellement défavorable à Israël, eh bien, que le gouvernement Netanyahou soit obligé, en fait, d'accepter, comme cela a été fait avec l'Iran, où la défaite subie par Israël dans la guerre des missiles, entre guillemets, entre Israël et l'Iran, qui s'est très mal passée pour Israël, avec des destructions de lieux stratégiques très importants, eh bien, a fait que les Israéliens ont été dans la situation de ceux, et peut-être pour la première fois, qui ont supplié pour le cessez-le-feu, que les Iraniens au départ refusaient. C'est ça, malheureusement, la réalité. Et aujourd'hui, sur le terrain, lorsqu'on parle de destruction de mythes, ce que l'on peut regarder, c'est que depuis octobre 2023, l'armée israélienne n'a pas été en mesure, très clairement, d'occuper un territoire qui est quand même un territoire relativement modeste, qui ne fait même pas la taille, peut-être, d'un tiers ou d'un quart de la plus petite wilaya d'Algérie, pour donner un ordre de comparaison. Oui. Et aujourd'hui, l'armée israélienne continue de subir des pertes importantes. Alors, on ne peut pas donner une estimation exacte, et c'est un peu indécent de parler des pertes israéliennes alors qu'on a peut-être 100 à 200 000 morts palestiniens. On n'est pas à 60 000. Ça, je peux vous donner d'autres chiffres. Moi, j'ai des chiffres, par exemple, qui remontaient à 2024, mars 2024, où une organisation internationale sur Genève, qui est spécialisée sur la protection civile, dont je rencontrais le directeur, et qui revenaient de Gaza me donner des informations sur lesquelles, d'après leurs estimations, et ils ont des protocoles pour ces estimations-là, parlaient de 80 000 morts, parce qu'il faut prendre en considération les morts directes, mais aussi les décès indirects, pas simplement ceux tués lors des combats par les bombardements ou les bâtiments qui s'écroulent. Il faut regarder que le nombre de pertes civiles et de morts à Gaza est beaucoup plus important. On est entre 150 à 200 000. On est quasiment à 10% de la population d'origine de Gaza. Ça, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Et donc, j'en reviens aux pertes israéliennes. On sait qu'il y a plusieurs milliers de soldats israéliens qui ont été tués, 10 à 20 000 qui ont dû être pris en urgence psychiatrique, un nombre très important envoyé en hôpital psychiatrique. Et puis, nous avons aussi la démonstration d'une armée qui est relativement faible, point de vue psychologique, même du point de vue opérationnel et militaire, et on a cet écroulement du mythe qui a été celui dit de l'invincibilité d'Israël, qui a déjà été battu en 2006 face au Hezbollah, qui, du point de vue de la guerre des missiles et de la guerre électronique, s'est fait humilier par l'Iran. Et sans l'aide américaine, sans le soutien militaire, les livraisons en continu des pays occidentaux, des États-Unis et surtout de l'Allemagne, qui est impliquée honteusement dans un nouveau génocide. L'Allemagne, c'est le pays aux 3 génocides. C'est-à-dire que le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale, auquel il faut rajouter d'autres populations, le génocide des Nama, en Namibie, 1905, où ils ont utilisé des gaz pour les exterminer. Peut-être que parce que nourri par un sentiment de culpabilité beaucoup plus. Exactement, et qui est en train de commettre indirectement, parce que c'est le deuxième fournisseur d'armes à Israël, un génocide
en Palestine auxquels l'Allemagne et d'autres pays auront certainement des comptes à rendre, puisqu'il faut le rappeler, au niveau de la justice internationale et du droit international, les crimes de génocide sont des crimes imprescriptibles. Oui, alors l'Allemagne, je voulais juste vous informer que dernièrement, c'est-à-dire pas plus tard qu'hier, vient d'annoncer justement de la suspension de vente d'armes à l'entité sioniste après les déclarations ou l'annonce de Netanyahou. Cherif Driss, alors dans ces cas-là, je voudrais faire un petit peu le parallèle à ce qui arrive en Cisjordanie, parce qu'il y a quand même occupation des territoires en Cisjordanie, et ce qui arrive aujourd'hui à Gaza. Est-ce qu'il y a lieu de faire le parallèle, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une annexion pure et simple. Alors nous avons la Cisjordanie qui est complètement annexée, et nous avons ici également à Gaza quand même où la population est complètement, si vous voulez, rasée, que c'est tout Gaza qui est rasé. Alors est-ce que nous sommes face à, si vous voulez, à une même stratégie qui vise finalement à se déployer sur deux fronts pour, si vous voulez, affaiblir toute forme de résistance? C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement d'affaiblir toute forme de résistance, il s'agit tout simplement de rendre caduque toute idée d'État palestinien. C'est-à-dire que pour la Cisjordanie, nous assistons depuis la fin des années 80, notamment le début des années 2000, à une stratégie de grignotage du territoire, c'est-à-dire qu'en contradiction de ce qui a été annoncé dans les accords de 93 et 95. Oui. Donc il y a eu la création, ce qu'on appelle des colonies, les plantations juives, et c'est une façon aussi de rendre caduques ces accords et de rétrécir le territoire sur lequel l'autorité palestinienne instaure ce qu'on appelle sa souveraineté, son autorité. Donc là, cette stratégie, elle a été savamment appliquée depuis plus de décennies à travers le processus de mouvement de colonisation. Avec Gaza, c'est-à-dire qu'on utilise la brutalité, c'est-à-dire l'action militaire, la politique de la terre brûlée. Donc, ce n'est pas uniquement d'affaiblir la résistance. Ce dont il est question, l'enjeu, c'est de rendre, si vous voulez, inopérable, de rendre impossible la création d'un État palestinien. C'est la même stratégie, au fait. C'est la même stratégie, parce qu'un État, c'est un continuum géographique. C'est-à-dire que c'est des frontières, c'est un territoire qui est délimité. Déjà là, nous avons Gaza, qui est un territoire de 365 km, qui est complètement détruit. Et nous avons la Cisjordanie, dont une grande partie qui a été maintenant annexée et qui fait partie. C'est un morcellement. Donc c'est-à-dire que nous avons une entité éparpillée, et l'une des conditions cardinales du droit international, un État, c'est un territoire. Un territoire dont les frontières sont délimitées. Donc la stratégie israélienne consiste à rendre impossible la création d'un État palestinien. Donc c'est délibéré, c'est-à-dire savamment entretenu et appliqué depuis plus de 2 décennies. Donc, nous ne sommes pas dans une stratégie d'annuler, si vous voulez, de contenir ou d'éliminer toute résistance. Oui. C'est de rendre impossible l'idée d'un État palestinien. Comme quoi, les messages que les Israéliens vont renvoyer, c'est-à-dire que vous voulez d'un État palestinien. Un État sur quel territoire? Voilà. Sur la Cisjordanie. Gaza, maintenant, elle fait partie de ce qu'ils appellent l'État d'Israël, entre guillemets. Donc, géographiquement, c'est un continuum qui fait partie. Maintenant, quelles sont les frontières de cet État que vous voulez créer? Voilà. Donc, l'idée, si vous voulez, de créer les conditions, un petit peu de rendre, si vous voulez, de dissuader les Palestiniens de concrétiser leur rêve, de créer leur propre État. Ils effaceraient tout ce qui, dans le futur proche ou lointain, pourrait contribuer à la création d'un État palestinien. Tout à fait. C'est-à-dire rendre l'idée un petit peu de convaincre de l'inutilité d'un État palestinien. Parce qu'un État, c'est un territoire, comme je viens de le rappeler. Ouais. Donc cette stratégie, elle est bien étudiée, elle est appuyée par les Américains, par un fort courant aux États-Unis, notamment la droite religieuse, qui soutient l'idée qu'Israël devrait d'être un seul État, l'État des Juifs. Et l'un des grands architecte, ça c'est Michael Huckabee, ce qu'on appelle qui avant David Friedman, qui était l'ambassadeur américain. Donc voilà l'idée un petit peu qui explique aujourd'hui ce qui se passe en Cisjordanie et ce qui se passe à Gaza, parce qu'on a ouvert quand même deux fronts. C'est vrai qu'on se pose la question, Hassan Qassimi, aujourd'hui, est-ce que, peut-être comme ça, de manière simpliste, est-ce que vraiment aujourd'hui l'idée de deux États tient toujours lorsqu'on sait que
les territoires palestiniens sont complètement morcelés. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de suite ou de lien entre une plate-bande et une autre plate-bande, c'est-à-dire entre la Gaza et la Cisjordanie. Et encore maintenant, c'est encore pire, quoi. Vous savez que ce qui se passe au niveau de l'entité sioniste, c'est que il est regrettable de le dire, c'est que c'est une population qui a été nourrie à une culture extrémiste violente et bien sûr douloureuse qui a été infligée à la population palestinienne. Vous devez savoir que ce processus de colonisation et d'expropriation des territoires palestiniens dure depuis 1948 et actuellement pratiquement tout est fait pour qu'il n'y ait pas une solution à deux États. Personne n'y croit d'ailleurs au sein de l'entité sioniste, personne ne croit à une solution et tout est fait pour que ce processus ne soit pas mis en place de deux États. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce qui se passe actuellement au niveau de l'entité sioniste sort un peu de l'ordinaire et nous fait dire que nous ne sommes pas réellement en présence d'un État. Israël n'est pas un État. Tout à fait, c'est une entité. C'est une base, certains grands responsables de nations entières l'ont dit publiquement qu'Israël constitue une base militaire avancée occidentale au Moyen-Orient. Donc, vous voyez qu'un État, moralement, a des obligations. Légalement, il a des obligations, il ne peut pas tolérer un peu ce qui se passe actuellement. Et Netanyahou, sur le plan politique, est un homme mort. Moralement, il est déjà en prison. Et c'est une question de temps. Et dans peu de temps, bien sûr, la justice de l'entité sioniste, sans aucun doute et de manière inévitable, va le coffrer. Et bien sûr, la question qu'on se posera, est-ce que la justice de l'entité sioniste va le mettre à la disposition du tribunal pénal international? Et j'ajouterai une chose, c'est que ce qui a été mis en place au niveau de l'entité sioniste, c'est une économie de guerre juteuse, rentable, et Gaza a été transformée en champ et en laboratoire d'expérimentation des armes de l'entité sioniste. Et d'ailleurs, les actions en bourse des entreprises militaires de l'entité sioniste ont augmenté, ont connu une croissance de 70 milliards de dollars, et il y a eu en 2024 15 milliards de dollars d'armes qui ont été vendues à des pays tiers. Donc vous voyez à peu près ce qui se passe et ce qui se développe au niveau de l'entité sioniste. Nous sommes en présence d'une économie militaire, génocidaire, rentable et fructueuse. Merci beaucoup, Qassemi Badisr Nissa, pour conclure, parce que vraiment, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Justement, une solution à deux États telle que prônée par l'Algérie, toujours depuis le début, et telle qu'elle est prônée en ce moment sur les frontières de 67, et même peut-être sur le retour des réfugiés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Que doit-on en penser aujourd'hui? Avec ce qui se passe, ça ne risque pas de compromettre justement toute idée? Non, je pense qu'il faut que la communauté internationale aille au bout du processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité a du mal, est impuissant, notamment à imposer quoi que ce soit. Nous devons effectivement avoir des sanctions. D'ailleurs, on l'a noté notamment sur ces condamnations croisées. On a parlé effectivement tout à l'heure de l'embargo de vente d'armes, mais pas que. C'est qu'aussi il y a plus d'investigations maintenant sur ce conflit, sur les crimes de guerre, notamment avec les éléments chiffrés. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une dynamique favorable. Maintenant, malheureusement, la vétoisation de ce conflit par certaines puissances soutien indéfectible de l'antisioniste bloque d'abord la morale, mais bloque aussi le processus juridique du Conseil de sécurité. En revanche, il faut aller effectivement avec de la politique des petits pas, à savoir certaines puissances occidentales qui s'inscrivent dans une démarche non pas hostile à Israël puisqu'ils la soutiennent toujours, mais plutôt sur la morale aussi, sur la dynamique de leur propre peuple, puisque la société civile planétaire, mondiale, a joué un rôle prépondérant, notamment dans le changement des paradigmes politiques et diplomatiques, notamment de certaines puissances. Et puis, enfin, peut-être aussi avoir une politique beaucoup plus contraignante, avec une conditionnalité notamment, pour contraindre l'entité sioniste par cet isolement à réfléchir à deux fois avant effectivement d'aller au-delà. Et puis, si vous me permettez, puisque la question n'a pas été posée par rapport à la Cisjordanie, parce que c'est très important, la Cisjordanie, deux éléments très éloquents de mon point de vue. 1972, 1200 colons. 2022, plus de 503 000 colons. Donc vous voyez bien qu'il y a une politique expansionniste, mais
Plus que ça, c'est pire que ça, plus dangereux que d'ailleurs que Gaza. Là, on vit dans un apartheid, contrairement à Gaza. Oui. La Cisjordanie, elle jouit normalement d'une autorité. Elle a un statut juridique un peu effectivement spécifique, mais aujourd'hui, le Netanyahou se targue effectivement de jouer sur de marcher sur la souveraineté ou la pseudo-souveraineté notamment de l'autorité palestinienne, d'ailleurs qu'il a exclu dans le post-guerre à Gaza. Donc vous voyez bien qu'effectivement, et pour conclure, parce que le temps nous fait défaut, je pense que la Cisjordanie aujourd'hui pour Netanyahou, c'est la même doctrine, mais c'est un autre théâtre. Merci beaucoup d'être compréhensif et merci pour cet éclairage, Badi Khnissa. Alors, Hichem Lamissi, mais alors vraiment rapidement aujourd'hui, je voulais conclure sur ce constat. L'année 2024-2025 en Cisjordanie a été l'année la plus meurtrière depuis 2005. La Cisjordanie risque d'être le nouveau terrain d'expérimentation, si j'ose dire, de l'armée israélienne. Et il faut craindre que le sort de Gaza ne soit le même aujourd'hui que pour la Cisjordanie, avec un élément très important, c'est le basculement de l'opinion publique mondiale et surtout le basculement de l'opinion publique occidentale. Et il faut absolument que politiquement, elle soit traduite à travers des actions fortes et notamment des sanctions. Car sans les sanctions, rien ne changera sur le terrain. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hichem Lahmissi. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Vous étiez avec nous en direct de Genève. Badi Khnissa, expert en relations internationales. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Hassan Qassimi, analyste des questions géopolitiques. Merci à vous d'être avec nous. Et Monsieur Driss Cherif, politologue et enseignant universitaire. Merci à vous d'avoir été, Monsieur, avec nous ce soir pour un spécial Gaza. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.